Passons au second reportage. L'économie mondiale en 2025 devrait être plus forte et bien meilleure que celle de l'année précédente. C'est le thème central du Forum économique mondial de Davos, où les dirigeants du monde entier se réunissent pour discuter des mesures à prendre pour assurer le progrès et la stabilité de l'économie. La réunion annuelle du Forum économique mondial promet d'être un autre événement crucial pour le monde, en particulier pour les régions nécessitant une intervention économique immédiate. Organisées sous le thème Collaboration pour l'ère intelligente, les réunions du Forum économique mondial 2025 surviennent alors que le monde tente de comprendre l'évolution du paysage politique mondial. Avec la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le renversement de Bachar el-Assad en Syrie, la démission de Justin Trudeau comme Premier ministre canadien, la guerre à Gaza et bien d'autres encore, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Si l'on ajoute à cela les progrès technologiques rapides, de l'intelligence artificielle aux crypto-monnaies, l'équation sociale comporte de nombreux aspects à résoudre pour débloquer des opportunités sans précédent pour stimuler la productivité, favoriser la croissance et améliorer le niveau de vie. La réunion de cette année vise à résoudre ces complicités en favorisant le dialogue et la coopération entre les voix les plus influentes du gouvernement, des entreprises, de la société civile, de la science et de la culture. Le programme est conçu pour inspirer des approches innovantes et des solutions concrètes qui mettent l'accent sur l'inclusion, la durabilité et la résilience dans un monde en évolution rapide. Et pour parler de ce forum économique de Davos, nous avons en ligne Dr Hodaya, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, cette année, le forum économique de Davos s'est donné pour objectif deux thèmes principaux: améliorer l'économie et offrir une intervention immédiate aux pays les plus défavorisés. Alors, dites-nous comment cela pourrait se faire. Vraiment, on trouve que l'importance de cette réunion à Davos, c'est comment créer des ensembles entre les pays pour se supporter l'un à l'autre. À ce moment-là, si on peut trouver des résultats, ou bien une façon de réaliser, par exemple, le commerce international, comment offrir des facilités pour l'investissement industriel, investissement touristique. Ça veut dire travailler entre nous, entre les pays, pour pouvoir favoriser l'économie dans chaque pays. En pensant toujours aux relations qui doivent être basées en gagnant-gagnant. Pas seulement les pays doivent penser comment développer leur économie, mais comment travailler ensemble pour faire un développement continuel. Et pour venir en aide ou offrir une intervention économique immédiate aux pays les plus défavorisés, oui, par quel moyen? Par quel moyen? C'est ce que je veux dire. L'union fait la force. Si les pays vraiment qui ne sont pas défavorisés commencent à travailler ensemble pour aider les pays qui passent par les guerres, par les problèmes économiques, par tous les résultats qui viennent des problèmes aussi, comment dirais-je, de l'environnement. On voit maintenant dans les pays, même en Amérique, en Californie, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays à cause de tous les catastrophes qui arrivent sur le niveau mondial. Si c'est par l'entremise des guerres, des maladies, de l'environnement, il faut que les pays sachent se collaborer ensemble pour passer ces grands problèmes qui se passent dans tous les pays défavorisés surtout, et penser à l'importance comment dirais-je, des relations sociales et la responsabilité sociale de chaque société, de chaque pays. C'est très important. D'accord. Donc pour améliorer l'économie, il faut certainement améliorer l'industrie, n'est-ce pas? Sûrement. C'est pour ça qu'il faut offrir des facilités industrielles de chaque pays, des facilités pour l'investissement dans chaque pays doit l'offrir
pour pouvoir attirer des autres à travailler avec eux. Mhm. Oui, mais avec l'excès de rendement industriel, on a aussi un autre défi, c'est la protection de la planète. Et ça, il faut travailler sur le niveau des projets qui sont amis à l'environnement. Il ne faut pas donner du support aux pays qui font des choses, ou des industries qui sont contre l'environnement. Ça, c'est tout à fait refusé. Mais savoir travailler et encourager les projets, comment dirais-je, amis à l'environnement. Comme ça va donner aussi, et aussi offrir des entraînements sur ce niveau, parce qu'il y a plusieurs industries dans plusieurs pays, même en Afrique, dans d'autres pays en Europe, ou partout, qui ne savent pas les vrais dangers de ce qui provient des industries qui font de la pollution à l'environnement. Oui. Bon, concernant maintenant l'Union des femmes investisseurs arabes, nous remarquons que vous avez de plus en plus d'accords ou de coopération avec l'Afrique. C'est ça. Et maintenant, de nos jours, on a pris un terrain ici en Égypte, au 10 de Ramadan. Là, on va faire une cité industrielle amie à l'environnement, arabo-africaine. Et quels seront ces produits industriels? Ce sont des projets qui se continuent. Par exemple, si quelqu'un fait un projet d'une industrie d'alimentation, à côté de lui, il faut avoir une autre usine pour le packing, pour tout ce qui est emballage, pour aussi une autre pour imprimer les stickers qu'on met sur les produits. Alors c'est toute une chaîne qui se continue. Et sur chaque usine, il y aura le drapeau de cette usine. Ou c'est une usine d'un des pays arabes, là, il va mettre son drapeau, l'autre d'un pays africain. Et voilà, ça va faire comment on va faire l'investissement et l'industrie arabo-africaine au 10 de Ramadan. Parfait, félicitations. Un petit modèle, ami à l'industrie, ami à l'environnement. Parfait, et félicitations. Parlez-nous des autres projets actuels de l'Union des femmes investisseurs arabes. On fait, comme je vous dis, on est surtout aussi vers le tourisme. On a fait le projet qu'on a lancé pour Toi mon pays et nos relations arabes et internationales. Ça se divise en 3 secteurs. Un secteur qui est sur la culture et qui est très important, la culture et les universités. Comment on va faire des projets en commun. L'autre, c'est le tourisme médical, qui est très important vers l'Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de chance d'avoir des capacités d'hôpitaux, ou bien des docteurs, ou bien des facilités médicales pour le peuple. Alors, ils envoient leurs candidats, ils les envoient vers d'autres pays. Alors nous, on a offert beaucoup de facilités vers l'Égypte, vers la Jordanie, vers plusieurs pays arabes, attirant les pays africains à venir dans nos pays et faire ce genre d'opération. Et c'est par là qu'on va essayer de développer les relations arabo-africaines sur le niveau de la médecine touristique. Et il faudra peut-être aussi développer le tourisme entre l'Afrique et le monde arabe, puisque les deux ont tendance à aller vers l'Europe ou aller vers les États-Unis. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait le tourisme, on dit pour la coopération arabo-africaine et relations internationales. Arabo-africaine, c'est là où on offre le tourisme médical et le tourisme culturel et universitaire. Et le troisième, c'est le tourisme de vacances. Là où on invite vers l'Afrique pour les safaris, pour tout ce qui est en Afrique, il y a beaucoup de très belles choses. Et en même temps, on attire vers nos pays, par exemple vers l'Égypte, pour tout ce qui est tourisme tourisme vers l'histoire, tourisme vers, par exemple, Sharm el-Sheikh, on regarde tout ce qui est tourisme vers la mer, ce genre de tourisme mutuel qu'on est en train de travailler là-dessus, ce sont les projets. Et en même temps aussi, on fait le tourisme spirituel. Ça, c'est entre l'Égypte et la Jordanie. C'est surtout pour les chrétiens
parce que c'est la famille, le Holy Family comme on dit, en Égypte. Et La Sainte Famille. La Sainte Famille, exactement, le tour de la Sainte Famille en Égypte. Ensuite, aller vers la Jordanie pour le baptême dans l'eau de la Jordanie, là où le Christ a été baptisé. Et là, c'était un tourisme mondial, qu'on n'utilise pas seulement les compagnies de tourisme pour ça, mais nos représentants dans ces pays qui font la promotion vers ce genre de tourisme. D'accord. Et est-ce que le contraire est vrai? C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique et le monde arabe déploient des efforts aussi pour attirer les investisseurs égyptiens et leur offrent des facilités? Exactement. On vient de signer un contrat de très important avec la Jordanie, avec Bahreïn, avec Émirats et plusieurs pays là-dessus. Là, on travaille, qui nous ont des offres très attirantes vers le tourisme, vice-versa. Des offres très attirantes dans quel secteur? Dans le secteur touristique. Ah, d'accord. Donc, c'est des accords essentiellement touristiques. Oui, touristique et aussi tourisme médical avec la Jordanie, le monde arabe et le monde africain. D'accord. Et pour l'industrie, est-ce que les Égyptiens ont des facilités pour ouvrir des usines ou travailler dans un pays arabe et africain? Est-ce qu'ils ont les mêmes facilités? Exactement. L'Arabie saoudite de nos jours offre beaucoup de facilités, surtout sur le niveau industriel, comme Émirats et Égypte. En Égypte, on offre beaucoup de facilités. Ça a beaucoup changé en Égypte maintenant. Là, on a beaucoup de points d'attraction vers tout le monde sur le niveau industriel, surtout après le nouveau ministre, qui vraiment a donné beaucoup de facilités vers l'industrie en Égypte et les zones industrielles. Tant mieux. Et quels sont vos projets à venir, les projets les plus proches, à part la cité industrielle? C'est le tourisme exactement, le tourisme religieux, là où je parle, le tourisme religieux et le commerce mutuel. Alors, tous nos encouragements et on vous remercie beaucoup, Dr Hodayes, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Au revoir. Au revoir.